Je voudrais dédier cette communication à trois de mes amis. J'étais à ce moment-là maître assistant chargé de cours à l'université d'Alger. Tahar Djaoud, écrivain, poète, journaliste, qui a été assassiné le 2 juin 1993. Il est mort des suites de l'agression dont il avait été victime. Mahfoud Boussebsi, qui était professeur de pédopsychiatrie, assassiné, lui, le 15 juin 1993. Je devais être avec lui ce matin-là. C'est un pauvre gamin qui lui a collé des coups de couteau au niveau de la carotide et il n'a pas survécu parce qu'il n'y avait pas de sang à résus négatif en Algérie. Et puis, Saïd Mekbel, physicien. J'ai assisté à sa thèse de physique sur la mécanique des fluides. Journaliste, du temps d'Alleg déjà, assassiné le 3 décembre 1994. Lui, il avait demandé à ce qu'on ne l'assassine pas au couteau, donc il a eu droit à 2 balles dans la tête. Et tant d'autres humanistes. Ça serait trop long à dire. Cette phrase de Saïd, ce n'est pas le sang qui doit couler, mais l'encre. Saïd qui écrivait tous les jours son bulletin, Le Clou. Je ne vais pas vous raconter ce que veut dire le clou. La suite, s'il vous plaît. Alors, outrance, violence et transgression, comment on devient intégriste, comment se signe l'intégrisme, comment on peut ou non en sortir. La suite. L'outrance, c'est l'exagération, c'est l'opiniâtreté, c'est la vengeance à mort. Dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, on trouve cette outrance. C'est un moteur. La violence, l'abus de la force pour dominer, détruire, tuer, depuis le Big Bang originel, l'univers et le monde vit dans la violence, c'est aussi un moteur. Et puis, la transgression, la conscience humaine, c'est pour ça que je l'ai mis en plus petit, la régulation. C'est le non-respect de la loi collective et des individus, c'est une défaillance de capacité d'empathie, mais vous allez voir que la transgression peut aussi être un moteur. Des causes sociétales, ça a été abordé déjà là, par l'intervenant précédent. Cette hypermodernité, cette mondialisation, c'est véritablement le problème de fond. Nous avons des informations complètement paradoxales. Tout ce qui peut se passer dans un coin de la planète, eh bien, dans quelques secondes, tout le monde va être au courant. Mais ce qui est aussi impactant l'aspect individuel, c'est l'hypersélection. L'hypersélection qui crée l'insécurité, donc une recherche d'hypersécurité. Tous, nous vivons le brouillage du sens des réalités, des repères quotidiens. Nous vivons avec des modèles médiatisés, la plupart du temps déviants, un ultralibéralisme qui crée une culture artificielle, ce que j'ai appelé la pensée en bribes, ce que d'autres appellent la pensée magique. Mais cela impacte aussi les aspects des rapports intergénérationnels, des recompositions familiales, tout ce qui a pu être décrit depuis déjà la fin du XIXe siècle et le XXe siècle, l'effondrement des coutumes, les aspects anomiques, les rites qui s'effondrent. J'insiste beaucoup plus dans l'écrit. Ceux qui veulent l'écrit, je pourrais le leur passer. Mais je tiens là maintenant à insister davantage sur les procédures que j'ai mises au point. D'ailleurs, au départ avec Mahfoud Boussebsi, c'était à ce moment-là pour ma thèse d'État. Et il m'a été conseillé de ne pas en faire État, si je peux m'exprimer ainsi, parce que j'allais foutre la pagaille entre l'Algérie et la France. Le problème aussi des migrations internes et externes, des déracinements, des bouleversements des rapports humains.
Ce qui a été évoqué aussi en filigrane tout à l'heure, c'est les vécus contrastés. D'un côté, une recherche de sécurité, mais de l'autre côté, un sentiment d'abandon, un sentiment de trop-plein d'informations, mais qui crée toujours, dans les aspects paradoxaux humains, un sentiment de vide. Alors ça c'était au niveau des causes générales, au niveau des causes individuelles, tous les vécus d'exclusion, d'abandon, de rejet, d'incompréhension, des problèmes, la plupart du temps, de surprotection de l'enfant, qui conduisent soit à un sentiment de toute puissance, soit à un sentiment d'impuissance. J'avais parlé, il y a maintenant un peu plus d'un an, d'un petit film qui s'appelle Bébé, où on compare des enfants du monde occidental et un enfant africain et un enfant, si je ne me trompe, de la Mongolie extérieure. Eh bien, vous voyez combien nos enfants, à nous, sont super protégés, ce qui crée des sentiments absolument contradictoires chez eux et qui impacte beaucoup, chez les nôtres, la capacité à être seul. La difficulté pour eux de résister à la frustration quand ils sont mis dans une relation en particulier d'omnipotence et d'incapacité à percevoir la mise en cause de soi et donc un passage à l'agression. Combien d'enseignants, combien d'éducateurs me disent que maintenant, dès l'école maternelle, ils ont affaire à des enfants insupportables, c'est-à-dire qui ne supportent rien. Cela conduit aussi à des réactions hyper affectives, insatisfaites, frustrées, pour rechercher la plupart du temps au travers d'objets. J'avais encore quelques exemples la semaine dernière parce que quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour, des parents m'appellent au secours en me disant qu'ils n'arrivent plus à combler leurs enfants. C'est un peu le tonneau des Danaïdes. Alors il y a des âges sensibles, et on va les aborder un petit peu tout à l'heure, au niveau de ces conditions identitaires. Ce qui est remarquable, ce sont les fondements de l'identité, que cette identité soit humaine, soit physique, c'est la cohérence, la cohésion et la constance. Et le statut particulier du socius maternel, le rôle de la mère, là, dans ce que j'ai à votre disposition, ceux qui veulent le prendre sur une clé, les travaux de Boussepsi, justement, sur ces problèmes-là au Maghreb. Mais ces problèmes rencontrés au Maghreb, on les rencontre absolument partout maintenant. Peut-être un peu accentué là-bas, compte tenu du rôle particulier que la mère peut avoir avec les enfants et avec un statut relativement particulier, davantage axé sur la protection des garçons que sur la protection des filles. Je n'entre pas dans ces considérations-là, mais vous voyez, par exemple, quand un garçon était énurétique, j'avais une consultation en service d'urologie à l'hôpital Mustapha. Quand un garçon était énurétique, eh bien, on se préoccupait de cette énurésie, je dirais, avec parfois même une complaisance très ambivalente, alors que la petite fille, pour des cas particuliers, on faisait chauffer un verre en Pyrex et on lui collait ça au niveau de la vulve. Vous voyez à peu près les problèmes de traitement. Tout cela pose aussi, d'un point de vue individuel, une difficulté dans la refonte des relations avec l'environnement. Relations positives ou relations négatives. Ça se perçoit particulièrement à l'école. Je n'insiste pas, mais je reviendrai certainement sur ce point, si j'ai quelques instants, à la fin, quand j'aborderai les possibilités de prise en charge. Dans les transformations personnelles que nous rencontrons actuellement, et cela explique les processus de radicalisation, il y a un désir d'absolu. Il y a un désir d'avoir un statut dominant,
c'est cette fameuse morale téléonomique sur laquelle je dirais peut-être quelques mots tout à l'heure. Ce que l'on constate aussi lorsque l'on voit des jeunes basculer dans les différentes formes de radicalisation, que cette radicalisation, elle soit religieuse, mais je ne dis pas que c'est une radicalisation mineure, mais ce n'est qu'une radicalisation. Toutes les radicalisations, qu'elles soient sociales, politiques, familiales, etc., on les rencontre actuellement. J'ai ma petite fille qui est à l'université de Toulouse. Eh bien, elle est dans une association où on aide justement, où ils aident entre eux, ils aident des jeunes qui sont en voie de radicalisation, mais pour tout un tas de problèmes qui n'ont pas grand-chose à voir avec la religion, mais qui ont à voir avec des conflits familiaux, avec des deuils, etc. Bon. Ça me semble particulièrement important. Parce que tous ces jeunes ont un sentiment de ne pas être reconnus et d'être évincés quelque part de la société. Quelques allusions concernant la sensibilité au modèle. Quand on dit les grands frères, quand on dit les pères, là, je faisais allusion à ma petite fille, c'est une association où je crois que le plus âgé a 25 ans. Elle en a 20, mais il sert véritablement de grand frère et de grande sœur à d'autres étudiants et des jeunes qui sont en difficulté, puisque c'est à l'université. Et elle me dit qu'avec 30 000 €, ils arrivent à faire des choses que dans certains services hautement spécialisés, on n'arriverait certainement pas à faire avec 500 000 €. C'est aussi quelque chose qui est fondamental et dont on ne prend pas suffisamment, je crois, conscience, c'est la sommation de crise chez les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes. Bon, cette semaine, j'ai encore été appelé pour une crise de couple qui a un retentissement sur les 3 enfants de la famille. La radicalisation, elle commence, je dirais, très tôt. C'est un impact qui vient des processus éducatifs, de la capacité à être seul, comme je disais tout à l'heure, à la capacité de résilience. Ça commence très tôt, comme très bien l'ont analysé des gens comme Bion ou comme Winnicott, comment la disponibilité maternelle ou la disponibilité des socius de l'environnement de l'enfant arrive dès les premières années, travaux que nous avons faits en pédiatrie avec Boussepsi en Algérie, mais en particulier aussi à l'université de Picardie avec le professeur Risbourg dans le service de néonatologie et des services des tout-petits avec Gérard Crime, comment les sensations douloureuses, surtout quand les enfants sont malades, comment les sensations douloureuses peuvent être l'objet d'une atténuation de ces sensations. Et là, l'importance de la mère est fondamentale. J'ai eu, malheureusement, lorsque ça se passait mal, beaucoup de remarques maternelles me disant mais comment se fait-il qu'avec vous, il ou elle réagissent de telle ou telle façon, des enfants qui avaient moins d'1 an, et qu'avec moi, ça ne marche pas, et qu'avec les autres, ça ne marche pas. Alors, c'était assez gênant de leur expliquer, a priori, que l'accordage affectif ne se faisait pas, mais on leur donnait des conseils, en disant, on a des trucs. Non, en réalité, c'est la disponibilité affective qui est la vôtre qui fait toute la différence. Cela se met aussi ensuite en place dans la différenciation soi-autrui et dans la prise de conscience de soi. J'explique davantage là dans ce que j'ai préparé par écrit. Cela s'explique davantage dans la période 3 à 6 ans, période de socialité où là, tout est binaire. L'enfant adhère aux valeurs qui lui sont présentées
Et la pire des choses, et c'est la loi du tout rien, c'est la pire des choses quand les adultes qui entourent l'enfant ne peuvent pas s'accorder sur la valeur des choses. Une anecdote algérienne, une de mes étudiantes me dit qu'elle a deux enfants, qu'elle est obligée de mettre en nourrice quand elle est à l'université, et que ces enfants-là n'ont pas envie de revenir avec elle lorsqu'elle a fini ses cours. Eh bien, quand on sait comment ça se passe dans le couple, quand on sait que la mère n'est pas disponible affectivement, eh bien, l'enfant n'y trouve pas son compte. Parce que les parents n'ont pas le même discours. Je lui avais pris cet exemple-là, très simple. Elle avait un pullover rouge ce jour-là. Je lui dis, si vous dites mon pullover est rouge et que votre mari, qui est tricoteur dans la Basse-Casbah, lui dit non, non, il est Bordeaux, eh bien, comment voulez-vous que cet enfant-là puisse adhérer à quelque chose? Et cela, c'est dès cet âge-là, en 3-6 ans, que se noue véritablement la capacité de gestion ou l'incapacité de gérer tous les problèmes de radicalité. Entre 7 et 9 ans, période de sociabilité où normalement c'est l'aptitude, c'est l'âge de raison, l'aptitude à l'ouverture, l'aptitude à la coopération, l'aptitude au partage, à l'échange, eh bien, ça ne peut pas se passer normalement si l'enfant n'a pas eu, dès le départ, cette capacité de se décentrer intellectuellement. Et ensuite, au moment de l'accès à la socialisation, c'est-à-dire à la relation, soit autrui véritablement, allant vers tout ce qui touche à la citoyenneté, avec le sens de la règle et de la loi, eh bien là, l'intégration ne peut pas se faire. Je fais référence à un travail que nous avons mené, en particulier dans le nord de la France, avec une de mes thésardes, sur ces problèmes-là, qui aboutissent des enfants jusque 10-11 ans vivent dans le dépit lorsqu'ils ne trouvent pas cette cohérence, cette cohésion, cette constance. Ensuite, devenant intellectuellement puissants, c'est de la rage, c'est une rage d'impuissance, justement. Ils n'arrivent pas à maîtriser ce qu'ils voudraient véritablement maîtriser dans la relation avec l'autre et la relation avec les autres. Et ça devient véritablement de la haine à partir de 15-16 ans, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, on ne réfléchit plus. Et c'est là un point très particulier, très sensible. Tous ces problèmes-là conduisent à des régressions. Et le sujet qui se radicalise, c'est un sujet qui est en but à un blocage ou à un refus mandaté de régresser. Je fais référence à ce que disait mon collègue, je crois qu'il le dit toujours, Pierre Tappe, se faire, c'est se défaire, c'est se refaire. Dans les travaux que j'ai été amené à faire, et après je vous expliquerai comment j'ai procédé psychologiquement pour mettre au point justement ce fameux examen qui dure au moins 3 heures, dont les différents ministères, que ce soit la santé, la justice, moins la justice, m'ont dit qu'il faudrait que ce soit fait en 3/4 d'heure. Avec Boussepsi, nous avons été amenés à distinguer 3 types essentiels d'extrémistes. Des extrémistes, les vrais, les moins fréquents, je dirais, que je côtoyais à l'université d'Alger, à Bassi Madani, pour ceux qui connaissent quelque chose, Ali Belhadj. Ce sont des sujets qui présentaient une morbidité pathologique inconsciente, avec une très bonne intelligence intuitive, et voire plus, quand on était devenu universitaire. Mais chez eux, quand on les analyse, on sent un mal-être profond et ancien, du stress, des peurs archaïques, une hypervigilance, de recours à des addictions passées. Dans les exemples que je vais citer, il y en avait un qui abusait du whisky quand il était en Irlande, puisqu'il était marié avec une Irlandaise, et quand il est arrivé en Algérie, il avait répudié cette femme et il n'en buvait plus. Je passe.
des traits rigides, plus ou moins structurés, proches de la parano, sociaux, psychopatho. Ce qui est remarquable aussi, et ce qui se perçoit dans les tests, quand on a affaire à des tests inconscients et au conscient, on voit là le décalage qui nous montre une fausseté du jugement, une sélectivité de ce qui doit être retenu et une subjectivité absolument énorme. Quand on essaie d'aborder quelques sujets que ce soit avec eux, il y a en avant l'hypertrophie du moi, d'autophilie, avec une obstination absolument remarquable. Au niveau comportemental, ils oscillent entre une parfaite politesse et derrière cette parfaite politesse, on sent qu'il y a le mépris d'autrui, sont autoritaires, omnipotents. Alors, cette omnipotence, on la ressent dès les tout petits, puisque dans la thèse d'État que j'ai été amené à faire, j'ai aussi travaillé sur des petits. C'est défensif et il y a une culture de l'insensibilité sur une assurance égocentrique dont le sujet ne se départit absolument pas. Au niveau comportemental, méfiance, suspicion, se présenter comme des victimes, ça très bien, extrêmement poli ou au contraire agressif à la limite, et permanence, l'incapacité à se décentrer personnellement par rapport à tout ce qu'ils peuvent dire. Alors comme j'ajoute, leurs attitudes extérieures oscillent entre la séduction, avec une sensibilité plus ou moins perverse à la souffrance d'autrui, et surtout cette fameuse incapacité à se décentrer personnellement. Il n'est pas possible, et c'est pourquoi c'est tellement difficile pour ceux-là d'avoir sur eux une action, il n'est pas possible d'arriver à engager une discussion avec eux. La suite. Les nihilistes, je dirais presque que c'est l'inverse des premiers. Là, vous avez au contraire une labilité des comportements, théâtralisme, mythomanie suggestible, plasticité psychique, ostentation, réaction de prestance, que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit dans tous les comportements. Et en fait, dans les projectifs, dont je vais vous parler après, ils ont recours à l'imaginaire pour contrecarrer les insatisfactions de leur vie réelle. Ils sont dans l'absolu, dans un désir de perfection personnelle, parce qu'ils se perçoivent inconsciemment comme imparfaits, que cette perfection, elle soit religieuse ou non. Ça peut être d'autres cas. Ils péjorent l'existence terrestre, et ils valorisent tout ce qui peut être martyr, et le passage à l'acte se fait chez eux uniquement lors de moments, je dirais, d'acmé de leur existence, de façon assez paroxystique. Leur inconscient, il y a un fond d'anxiété, de doute de soi. Il y a toujours une recherche à se réassurer sans y parvenir dans la relation à l'autre et aux autres, d'où cette ostentation. Les réactions de prestance, il suffit de venir sur pas mal de marchés pour les repérer tout de suite. L'estime de soi, c'est un décalage niais entre le qui suis-je et le que suis-je. Le qui suis-je, c'est vraiment les recherches d'attente identitaire, l'être conscient. Et comment cet être conscient se gère, comment il s'affirme, et quelles sont ses limites, et comment il résiste à la frustration. Le que suis-je, c'est la valorisation de l'avoir et du paraître, avec des tentatives échouées de combler ce qui est une interrogation existentielle profonde qui n'a jamais pu trouver de solution. Et là, c'est bien souvent dans des relations extrêmement précoces qu'on retrouve dans les projectifs ces problèmes-là. Je dirais presque qu'on peut déterminer assez précisément les points sensibles, à la fois qui leur permettraient de passer à l'acte, mais aussi qui permettent d'avoir une action, je dirais, curative, éducative sur eux. La suite. Les plus délicats à traiter.
Ce sont ceux-là, les suivistes. Ceux-là sont vécus comme, pour reprendre une formule d'une collègue, comme des sujets normalo-névrotiques. Ils passent inaperçus dans la société. Je n'aurais jamais cru que mon voisin puisse... Et ils ont une personnalité de surface qui est en décalage avec leur personnalité profonde. Il y a une anxiété existentielle, mais qui n'apparaît qu'à des moments particuliers, avec des fixations qui renvoient justement à leurs traits pathologiques divers, phobiques, hystériques, obsessionnels, les plus rares, psychopathiques. Alors là, socio-psychopathiques, on les voit. Et ils passent aussi à l'acte sous l'influence de l'angoisse en période d'acmé de l'existence pour tenter de la neutraliser. Et c'est comme ça qu'on voit des sujets qui, par exemple, sont en train de passer à l'acte, et puis ils s'arrêtent, n'est-ce pas? Comme par hasard, ils enlèvent, je n'ai pas vu, mais ils enlèvent la ceinture et ils la posent dans une poubelle. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu un flash, il y a eu un retour, je dirais, de conscience. Et les recruteurs savent détecter intuitivement, souvent par des contacts directs ou sur Internet, les caractéristiques psychiques de tels sujets. Il y a des prisons, des maisons d'arrêt qui s'illustrent sous des influences extérieures. J'ai eu quelques situations à Osny, à la maison d'arrêt d'Osny, au Havre, à Sequedin dans le Nord, à Liancourt dans l'Oise, et j'en passe. La suite, s'il vous plaît. Le bilan psychologique, qui demande 3 heures, voire plus s'il est nécessaire d'avoir recours à un interprète, par exemple lorsque vous avez en face de vous des sujets afghans. C'est un bilan qui porte d'abord sur les stratégies intellectuelles pour déterminer la structure et la gestion de la personnalité et les capacités de coping, c'est-à-dire de faire face, et de résilience, c'est-à-dire de rebondir. Il y a un temps d'entretien anamnestique où on passe en revue la vie du sujet, ce qu'il en a comme souvenir, et en particulier l'âge des premiers souvenirs. Et là, vous vous rendez compte que très souvent, il y a des problèmes d'amnésie infantile caractérisés. Pourquoi les stratégies intellectuelles ? Parce qu'il est impossible de faire passer des projectifs, normalement, si on n'a pas fait ce bilan intellectuel. Vous pouvez être un universitaire et être devenu parfaitement débile, parce que vous êtes détérioré. Donc, les aspects intellectuels, moi, je ne cherche pas à calculer des quotients intellectuels, je cherche à voir s'il y a une intelligence intuitive très vive, et la plupart du temps, elle l'est, mais est-ce que cette intelligence intuitive a été traduite en termes d'opérativité intellectuelle ? C'est pourquoi je fais passer des tests comme la figure de Ré, structuration spatiale et temporelle, progressive matrice, cube de Causse et des subtests de l'échelle de Wechsler. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, mais ça vaudrait la peine. Pour en arriver aux tests projectifs, là, qui font appel à l'inconscient. Ce sont des tests, le Rorschach permet, dans les 10 planches, d'avoir accès à la structuration progressive du Rorschach. Chaque planche a une signification symbolique particulière. Le TAT, le Thematic Perception Test, là renvoie à des situations qui sont des situations qui ont marqué la vie quotidienne, qui permettent d'accéder au narcissisme, aux relations, tout ce qui touche la relation oedipienne, la sexualité, les conditions de vie, etc., les relations de genre, etc. Bon. Le T3P, c'est à peu près la même chose. C'est des 3 personnages, sauf que le T3P est quasi parfaitement culture-free. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de... Vous posez des questions. Ce test de Bacchès-Thomas est un test vraiment très important. Le DPI, dynamique personnelle et image, ça c'est le test de Perron, ça renvoie à peu près au TAT. Mais si vous vous contentez des aspects inconscients, c'est insuffisant. C'est pourquoi je complète par des tests de personnalité consciente. Estime de soi, test d'échelle de personnalité des Zinc, individuel, test de résistance à la frustration de Rosenzweig, test de locus de contrôle, test de coping, test de résilience. De façon à
voir s'il existe des décalages, comme on avait abordé tout à l'heure, entre le qui suis-je et le que suis-je, entre la personnalité inconsciente et la personnalité consciente. Parce que là, ça vous permet d'envisager la possibilité d'avoir accès à une emprise, consentie bien sûr. Et ensuite, ça se termine par un temps d'entretien relatif aux idées philosophiques, adhésion, croyances, aptitude à la décentration consciente. Ce qui est ciblé, c'est justement le décalage entre le qui suis-je et le que suis-je. Et c'est important parce que, en fait, si vous n'avez pas des moyens, trouver des moyens d'accrocher le sujet, j'évoquais ce matin avec Mohamed El Boubaraki ce que j'avais fait à la maison d'arrêt du Mont-Joli en Guyane. Eh bien, quand on passe une journée avec des jeunes qui sont en prison, eh bien, à la fin de la journée, il peut se passer un certain nombre de choses et ils vous invitent dans un autre centre qui était un centre fermé. À la fin de la journée, ils vous invitent parce que quelque part, ils ont senti qu'il y avait un feeling, il y avait un contact qui s'établissait. S'il vous plaît. Alors, comment arriver à réguler de façon préventive et permettre l'accès à la résilience? Eh bien, d'abord, il est absolument indispensable de passer par une phase de prise en charge initiale indispensable. La cible a été définie par l'OMS. Amener toutes les personnes, tous les humains, à avoir un certain nombre d'aptitudes utiles à la vie en société. Et la première des choses auxquelles sont sensibles les gens, ce sont des informations. Discuter des paradoxes sociaux, des inégalités. C'est absolument fondamental et vous serez surpris que des sujets qui n'ont pas de formation scolaire, intellectuelle, etc., se posent des questions. Moi, je regrette qu'il y ait que les jeunes qui sont dans des classes normales de bac aient accès à des cours de philosophie, aient accès à des cours d'histoire, aient accès à des réflexions véritablement humanistes. Parce qu'ils se posent des questions. Les débats que l'on a avec eux, j'y faisais tout à l'heure un petit peu allusion, se posent en termes de morale téléologique contre la morale déontologique. Nous vivons actuellement dans un monde où la morale téléologique est prédominante. Il faut être le meilleur, quitte à écraser autour de vous. Il faut être jeune. J'entendais ce matin à 6h30 sur France Inter, vous l'avez peut-être entendu aussi, femmes qui ont une cinquantaine d'années et qui ne retrouvent pas de boulot parce que c'est déjà des has-beens, trop vieux, etc. Cette morale-là, qui est une morale hédoniste, individuelle, elle est contraire à tout aspect déontologique, humaniste. Et bien souvent, quand vous discutez avec les jeunes, ils vous disent que c'était le cas, je vois encore ce jeune à la maison d'arrêt du Mont-Joli, qui avait autour du cou une chaîne en or massif. Je ne sais pas le poids de cette chaîne, mais elle valait son pesant. Hein. Bien. Eh bien, ce garçon était très sensible à tous ces problèmes-là. S'il en était arrivé là, ayant joué du couteau dans les bas-fonds de Cayenne, il y avait cet aspect-là, hédoniste, etc. Mais il était sensible avec les interventions dont il bénéficiait dans les services pénitentiaires. Il était sensible, il était en train de s'ouvrir, ce garçon. Tout cela amène à s'interroger sur l'évolution des attentes de la réalisation de soi. Mais toujours à commencer par le niveau de conscience de soi. Et là, ça nous renvoie
à ce que je vous disais par rapport aux premières années de la vie. C'est pourquoi il est tellement important dans l'aspect anamnestique de revenir sur l'existence enfantine, sur l'adolescence, sur les avatars, les vécus d'abandon, de rejet, d'exclusion, par une analyse décentrée. Mais aussi d'aborder, et ça très souvent, je le vis actuellement avec 2 jeunes, d'aborder les aspects maladroits de surprotection dont ils ont été, entre guillemets, les bénéficiaires. Ça fait mal. C'est pourquoi il me semble important, ça fait assez longtemps qu'on le demande à des ministres avec responsabilité universitaire, le président d'université ou le président d'université, quand on appelle des ministres, c'est pourquoi je posais la question tout à l'heure. La formation des jeunes, oui, mais la formation des parents, la formation des enseignants, la formation des travailleurs sociaux, c'est absolument indispensable. Comment aborder tous ces problèmes-là avec les jeunes? Moi, je dis, il est indispensable d'apprendre aux parents, mais aussi aux enfants, c'est quoi devenir parent? Quand un petit de 5 ans dont les parents sont en séparation et que la mère a un copain et la mère, c'est quoi un papa? C'est quoi une maman? Comment voulez-vous? Vous voyez, là on en est au problème d'identité. Il y a toujours des attentes éthiques et morales idéales chez les jeunes. Toujours. Le tout, c'est de leur ouvrir les voies d'accès. Et les voies d'accès, elles existent. Elles existent au travers de travaux comme les travaux de Bastide, qui ont été réalisés au Brésil et dans les pays sud-américains, ça remonte aux années 70, avec ce fameux principe de coupure. Nous ne sommes plus dans une société où nous avons une seule vie. Nous avons plusieurs existences. C'est fini. Nous avons plusieurs existences. Et ça, je crois que c'est important de savoir véritablement comment gérer les plusieurs existences qui sont les nôtres, professionnelles, affectives, sociales, etc. Ça, c'est le problème de la vie moderne. Et travailler avec ces jeunes sur les avantages de la régression. Parce que tout progrès commence par des régressions. C'est tout. Sauf que la dernière, c'est seulement pour vous faire, pour la route, comprendre sans condamner a priori les transformations réelles et profondes, nettes, des critiques radicales, des refus affirmés, des voix qui ne cassent pas. C'est pas de moi, c'est de Michel Foucault. Merci.